Nous nous retrouvons dans les studios de RCF Lozère pour ce second débat pour le deuxième tour des élections législatives. Alors ils étaient 12 au départ, ils ne sont plus que deux maintenant qui pourront solliciter vos suffrages ce dimanche 18 juin. Et ces deux candidats sont présents dans nos studios de RCF Lozère. Tout d'abord, Pierre Morel à l'huissier pour les Républicains. Pierre Morel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et en face de vous, Francis Palombi pour la République en marche. Monsieur Palombi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Je rappelle les chiffres de cette élection au premier tour. En ce qui concerne le département, Pierre Morel à l'huissier, vous arrivez en tête avec 30,91% des suffrages exprimés. Francis Palombi, vous obtenez 21,66%. Aurélie Mayol pour le MoDem et le Parti socialiste, 13,11%. Christian Cos, 9,72% pour le parti de la France Insoumise. Je n'ai pas précisé les étiquettes à côté de mes noms. Ensuite, Emmanuel Gessner pour le Front National, 6,91. Serge Guessot pour Osons la gauche vraiment, il obtient 6,69. Régis Turc, indépendant, 6,68. Madame Dupuy Hélène, 1,62 pour le Parti de la décroissance. Loïc Marchand pour Debout la France, 1,12. Et ensuite, nous passons au-dessous des 1% pour Frédéric Delplace, qui obtient 0,61 pour le Parti de la France. Edith Paradis pour l'UPR, 0,50. Et Annie Souchon, qui obtient 0,49 pour Lutte ouvrière. Quels sont les enseignements qu'il faut tirer de cette élection en Lozère ? Eh bien, tout d'abord, le taux d'abstention, il reste élevé puisque plus de 40% des Lozériens ne se sont pas déplacés pour ce premier tour. La dynamique en marche, eh bien, elle a fonctionné, Monsieur Palombi, elle a fonctionné plein pot, puisque le candidat, vous-même, inconnu des Lozériens il y a quelques mois, eh bien, vous accédez à ce second tour. Troisième enseignement, la candidate du PS MoDem, Aurélie Mayol, fait un très faible score finalement, puisqu'elle obtient 13,11% des suffrages exprimés. Elle est balayée dès le premier tour. Le maire de Mende, Laurent Suau, et le sénateur pour soutenir la vice-présidente de la République. Son score soumise de Jean-Luc Mélenchon et Osons la gauche vraiment, avec le Parti communiste notamment, eh bien ces deux forces se neutralisent et n'accèdent pas au second tour. Pour animer ce débat, à mes côtés, Patrick Biancone. Bonjour Patrick. Bonjour. Et Michel Molling. Bonjour. Merci d'être avec nous. On commence avec vous, Michel, pour la première question qui s'adresse après le tirage au sort à Monsieur Palombi. Monsieur Palombi, bonjour. Bonjour. Première question, donc on annonce maintenant sans beaucoup se tromper un raz-de-marée pour la République en marche que vous représentez. On parle de 400 députés, voire même on a entendu des chiffres qui allaient jusqu'à 450. Est-ce que ce score donc qui a été quand même, il faut le reconnaître, démultiplié par la très forte abstention, est-ce que vous pensez que ça ne marque pas un petit peu les limites du scrutin majoritaire ? Oui, par un certain côté, mais ce résultat est quand même significatif. Il est conforme au vote de la présidentielle. La logique de l'électeur, c'est bien sûr donner une majorité forte au président de la République pour changer la France en toute profondeur. Quant à l'abstention, c'est vrai que le premier tour s'est doté d'un très grand nombre de candidats. Ça crée quand même pour les électeurs une certaine confusion parfois. Même si chez nous, on a eu parfois même la confusion entre une candidate et un candidat, mais je constate que la confusion n'a pas tellement payé au niveau des urnes et des résultats.
Je suis convaincu que le mode d'élection pourra évoluer. Emmanuel Macron s'y attaquera dans le cadre de son quinquennat, bon, surtout sur l'aspect démocratie, fonctionnement politique. Voilà, pour l'instant, je pense que c'est un scrutin qui, certes, nous a ravis au niveau de la République en marche. Hein, c'est une cohérence totale avec le programme, avec la position et avec la victoire exceptionnelle d'Emmanuel Macron. Alors, revenons un peu à votre score ici en Lozère. Bon, mon collègue Jean-Claude Astruc parlait de raz-de-marée. Je vais être un peu plus nuancé, moi, pour ma part, parce que quand on regarde bien votre score, en particulier au niveau des pourcentages, vous êtes en pourcentage des inscrits, vous n'êtes même pas à 12,5, qui était la limite, en principe, pour se maintenir au second tour. Bon, finalement, vous êtes au second tour parce que vous arrivez en deuxième position, mais si la loi avait été différente, s'il y avait eu d'autres candidats, vous auriez pu être éliminé au premier tour pour 4 petites voix, certes, mais enfin, vous êtes qu'à 12,49% des inscrits, alors qu'il fallait, la loi le précise bien, 12,5% des inscrits. Alors après, quand on analyse un peu plus globalement au niveau de la région et même au niveau français, on a des candidats qui sont investis officiellement et des candidates par la République en marche qui font des scores beaucoup plus importants que vous. Certains sont à plus de 40%. Vous dépassez à peine les 20%. Donc, Francis Palombi, est-ce que vous êtes certainement conscient, vous avez analysé tout ça? Qu'est-ce qui explique pourquoi vous avez certes bénéficié de cette dynamique, mais la dynamique ici en Lozère a beaucoup moins marché qu'ailleurs dans les départements de la région, Hérault, Gard, etc., et même dans d'autres départements français? Oui, je suis conscient de ces résultats, je les ai analysés avec mon équipe, vous vous en doutez. J'ai regardé commune par commune le score de Pierre Morel et le mien et celui d'Aurélie Mayol. Je fais un premier constat, c'est que la Lozère est une zone et est un département particulièrement rural, très rural, agricole, et on n'aime peut-être pas trop rapidement changer les donnes. On a été sensibilisé par le phénomène Emmanuel Macron, ça c'est clair, et ça s'est quand même traduit par un résultat. Si je suis ici ce matin, c'est que on m'a quand même fait confiance, c'est que on a reconnu que j'étais porteur d'un projet d'avenir, que je représentais la République en marche avec toute sa force de changement, et je ne suis pas du tout pessimiste pour le second tour, du fait que le premier tour, ça s'est réparti, c'est vrai, la découverte d'un nouveau candidat pour beaucoup de personnes, surtout dans les villages. J'ai fait le tour de tous les villages et même auprès des élus, mais vous savez, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai découvert sur le terrain, c'était que, y compris en Lozère, le changement a été attendu par rapport aux hommes, par rapport aux méthodes politiques, par rapport aux orientations, par rapport aux axes. Et je suis convaincu, d'une part parce que j'ai quand même une réserve de voix, qui n'est pas négligeable, et qui, je le pense, interviendra au second tour. Je suis confiant et je suis convaincu que je serai élu dimanche prochain. Alors, avant de poser la première question à Pierre Morel-Albissi, encore un petit mot, Monsieur Palombi. On reviendra également sur la réserve de voix dans quelques instants dont vous parlez. Vous avez 68 ans, vous aurez 73 ans à la fin de votre mandat et vous êtes parmi les plus âgés des candidats investis par la République en marche. Vous connaissez bien, vous allez nous le dire également, Emmanuel Macron. Il vous a peut-être appelé au téléphone? Il m'a fait un petit SMS dimanche matin en me disant « Je compte sur toi, amitié, je t'embrasse, on ne lâche rien ». Alors cet âge, est-ce que c'est un handicap? 68 ans, vous avez? Non, je ne suis pas complexé par mon âge. Ouais, c'est une bonne question, mais c'est une question à laquelle je réponds loyalement. Je l'ai dit à certains moments. J'ai dit je n'ai pas l'intention de me présenter pendant plusieurs mandats parce que d'abord la place aux jeunes et en plus j'ai la chance d'avoir une suppléante de grande qualité
Clio, Moline-Chapon. Je mise bien sûr, comme de par mon action, mon caractère, mon dynamisme personnel, ma force d'action, ma puissance de travail peut-être, je mise bien sûr sur les jeunes, sur la jeunesse, et notamment pour notre département. Non, je suis prêt pour ce mandat, ce premier mandat, même s'il n'y en aura qu'un seul, mais je suis vraiment prêt et j'ai mûri pour la Lozère de nombreux projets parce que je n'ai pas imaginé me présenter aux législatives seulement depuis l'émergence d'Emmanuel Macron que j'ai rejoint du premier jour, mais depuis ces dernières années, à mes amis, à ceux que je côtoie en Lozère, à Belvézé, je leur dis un jour les gars, je me présenterai aux législatives. Michel. Alors, une question à Pierre Morel. Voilà, vous sollicitez un 4e mandat. Je ne vais pas vous reposer la question, est-ce que ça sera le mandat de trop ou pas? On en a déjà parlé lors d'un précédent débat. Par contre, une fois élu député, si vous êtes élu député, est-ce que vous resterez dans l'opposition frontale comme vous l'avez été donc lors de la dernière législature? Ou est-ce que vous serez amené peut-être à nuancer un petit peu votre position par rapport aux propositions de la majorité présidentielle? D'abord, dans la présentation, je voudrais vous faire observer qu'on aurait pu noter le score du député sortant, que certains organes de presse ont qualifié de plébiscite. Au bout de 15 ans de mandat, sur 122 communes, sortir premier, 10 600 voix. Je fais observer que c'est quand même une satisfaction personnelle et donc dans le concept aujourd'hui un peu à la mode qu'on souhaite rejeter, dégager, je considère que Pierre Morel aujourd'hui est quelqu'un de très apprécié dans ce département. Pour vous répondre, je n'ai jamais été, durant toute ma carrière politique, dans une opposition frontale. J'ai fait preuve d'ouverture avec un certain nombre de personnalités politiques, notamment au plus haut niveau, avec le Premier ministre, M. Cazeneuve, avec M. Urvoas, le ministre de la Justice. J'ai fait passer des lois à l'unanimité à l'Assemblée nationale, ce qui est assez rare pour un parlementaire. Il y a même une loi qui porte mon nom, la loi sur les sapeurs-pompiers volontaires. Pour ce qui va se passer le 18 juin, j'ai déjà dit que je voterai un certain nombre de textes qui seront proposés par le Président de la République et par le Premier ministre. Il y aura un débat de politique générale. Je suis plutôt favorable à voter ce débat, dès lors que les thèmes qui seront abordés correspondront à ma volonté de réforme profonde de ce pays. J'ai aussi des amitiés profondes avec le Premier ministre, avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui a été ministre de l'Agriculture, ministre de la Ruralité, et puis, tout le monde sait ma proximité avec Bruno Le Maire. Donc voilà, je ne peux pas être dans une opposition frontale, je serai dans une opposition constructive, comme j'ai toujours été dans ma vie politique. Pierre Morel, donc le Front National fait ici dans ce département 2369 voix précisément. Alors je sais bien que c'est pas politiquement correct d'appeler, quand on est un élu de droite, de la droite républicaine, d'appeler les électeurs du Front National à voter pour soi. Mais donc est-ce que vous allez franchir ce pas ou est-ce que vous les laissez au final libres en conscience de décider, ou est-ce que aujourd'hui par notre intermédiaire vous voulez vraiment lancer un appel à ces personnes qui ont voté Front National au premier tour? Écoutez, vous me connaissez, vous savez d'où je viens. Le nouveau Morel n'est pas arrivé. Le Morel reste ce qu'il est, attaché à des valeurs du centre et de la droite, attaché à une loyauté vis-à-vis d'un homme politique qui a été important dans ce département, Jacques Blanc. Je ne changerai pas de conception. Je ne crois plus au temps où l'instituteur, le curé, le maire avait beaucoup de pouvoir sur les électeurs. Laissons libres les uns et les autres, que ce soit des électeurs du Front National, que ce soit des électeurs de M. Turc que j'ai eu l'occasion de croiser. Chacun fait comme il veut. Je demande rien, je fais libre, indépendant, et ça me permettra ensuite de dire ce que je pense de la réalité politique. Dans un second tour qui s'annonce quand même hyper serré. Régis Turc, le soir même, dimanche dernier, n'a pas donné de consigne de vote. Est-ce que vous considérez ça comme une trahison? Pas du tout. Il s'est présenté en me prévenant
de son choix d'aller dans cette candidature. Il m'a dit je serai sans étiquette, puisque je ne peux pas revendiquer l'affiliation UDI. Il reste logique avec lui-même, sans étiquette, pas d'appel à voter pour les uns et les autres. Et pour être très clair, je ne demande rien. Je ne demande rien, je veux rester comme j'ai toujours été, le député de ce département, le député sortant. J'ajoute quand même un petit élément. Je m'aperçois que à gauche, on peut s'interroger sur ce que feront les Insoumis et le Parti communiste. Est-ce qu'ils vont voter le programme pour un candidat avec un programme type Macron? C'est une interrogation. La deuxième chose, c'est que j'ai vu M. Palombi, que j'apprécie beaucoup, a été au milieu d'un conflit lourd avec la candidate du Parti socialiste qui revendiquait une appartenance qui n'est pas tout à fait juridiquement établie, mais qui avait voulu créer une confusion. Aujourd'hui, le bloc de gauche se regroupe derrière M. Palombi. Curieux, et je dis aux électeurs, attention à ce genre de messages qui polluent un peu la vie politique lozérienne. Alors vous l'avez dit, donc Aurélie Mayol, elle appelle à voter pour Francis Palombi, alors qu'elle l'avait combattu lors du premier tour. Est-ce que pour vous, c'est quand même ce n'est pas une réserve de voix pour vous, mais c'est quand même une masse de voix qui va se rapporter sur Francis Palombi? Encore une fois, on n'est pas propriétaire des voix. Oui. Chacun fait ce qu'il veut. Il y aura 2 bulletins sur le bureau, dans une commune. Palombi-Morel. Morel-Palombi. Voilà, il y a 35 000 personnes qui se sont exprimées, il y a 25 000 personnes qui se sont pas exprimées. Nous verrons bien. Quant à Aurélie Mayol, c'est sauf qui peut. Sauf qu'il peut. Pour le sénateur, c'est une déconfiture. Pour le maire de Mende, c'est une bérésina. Et pour Mme Pantel, elle surfe sur cette problématique. Voilà, à un moment donné, on est dans quelque chose d'irrationnel. Mme Pantel qui appelle à voter Francis Palombi. Oui, mais voilà, tout le monde se raccroche à une étiquette, puisqu'on est dans du marketing. Il suffit d'avoir l'étiquette en marche pour avoir quelque espérance d'être élu. Je vois qu'un candidat dans l'Hérault qui débarque il y a 3 semaines contre M. Denaja. M. Denaja n'est pas au second tour. Denaja, c'est un candidat Parti socialiste. Et ce jeune dans l'Hérault peut gagner et devenir député. On est dans l'irrationnel. Dont acte. 19%, c'est le score que vous faites des suffrages exprimés à Mende. Oui. Alors est-ce que ce n'est pas un peu faible? C'est la capitale quand même, Mende. Oui, il y a 12 candidats. Il y avait un candidat du Parti socialiste, même si elle ne voulait pas trop. Il y a un candidat d'En Marche. On est dans l'urbain. Il y avait la candidature de M. Turc. J'avais fait 15% la dernière fois, au premier tour. C'est déjà mieux. Monsieur Palombi, on l'a vu avant le premier tour, le maire de Mende, Laurent Suau, et le sénateur ont largement appelé à voter pour Aurélie Mayol. Est-ce que maintenant que nous abordons ce second tour, vous avez de la rancœur, et qu'est-ce que vous pouvez dire aux électeurs d'Aurélie Mayol? Écoutez, le mot rancœur ne fait pas partie de mon vocabulaire d'abord. Et d'autant plus ne fait pas partie de la philosophie de la République en marche, et notamment du président de la République. La bienveillance doit rester toujours présente, malgré des joutes, malgré des échéances politiques. Je suis un candidat qui a une vocation première. Je l'ai dit, je le répète ce matin, je suis là pour rassembler les citoyennes et les citoyens, bien évidemment électrices et électeurs. Je leur propose de venir massivement voter dans leur âme et conscience dimanche prochain. C'est important de voter. Et s'ils se reconnaissent dans l'action que je souhaite mener et que va mener à l'échelle nationale le président de la République, Emmanuel Macron, et son gouvernement, eh bien, je les accueille bien sûr tout particulièrement. C'est vrai que la confusion s'est créée. Ne soyons pas dans la rancœur, soyons dans une vision d'avenir, donner à la Lozère des têtes nouvelles. Alors je ne pense pas que la nouveauté, je ne pense pas que le 109 soit
une mauvaise chose. La vie va toujours de l'avant. Il faut toujours aller de l'avant, évoluer. Pierre Morel, mon concurrent, a effectué 3 mandats. Ça fait 15 années à la tête de son mandat de député. C'est quand même important. Et moi, je commence pour bien faire. Et je souhaite, je me répète, rassembler un maximum d'électeurs, quel que soit. Alors là, vous ne me ferez pas dire un seul mot sur la politique politicienne. J'ai été dans un parti qui s'appelle le PS de longues années, je ne l'ai jamais caché. Je reste un homme dans mon cœur avec une sensibilité de gauche. Ai-je un peu, à mon humble niveau, le même parcours que le président Macron? Pourquoi pas? Eh bien voilà. Pour moi, c'est très simple. Si vous êtes élu député, Francis Palombi, est-ce que vous vous sentez en capacité de pouvoir travailler avec le sénateur Alain Bertrand et avec le maire de Mende, Laurent Suau? Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, vous avez eu quand même un accrochage vraiment très, très frontal avec le maire de Mende sur l'avenir de ce centre-ville mandois qui est quand même une préoccupation majeure dans cette cité. À travers le commerce, au conseil municipal, Laurent Suau a présenté tout un tas de mesures. Vous lui avez répondu assez sèchement. Il vous a lui-même à nouveau pas épargné en vous traitant de parachuté. Est-ce que tout ça va quand même pas laisser des traces? Et si vous êtes élu député, est-ce que vous allez pouvoir travailler avec eux en toute sérénité? Absolument. Absolument. Je vous réponds. D'abord, j'ai répondu à M. Suau, le maire de Mende, sur un plan technique. Vous le savez, je suis président des commerçants de France et honneur, je m'en fais. C'est une catégorie socio-professionnelle d'entrepreneurs valeureux, moins de 11 salariés. C'est dur pour eux. La situation de la ville de Mende est problématique, mais elle n'est pas fondamentalement bouchée. Il y a des orientations que je prendrai. Vous savez que je porte un très important projet pour la France avec l'appui du président de la République, mais également principalement pour la Lozère, qui est mon département, qui représente ma vie. Eh bien, les coopératives de développement économique de centre-ville, je peux en parler, et j'en ferai profiter la Lozère, Mende, comme toute autre région de France. Elle n'existe pas, c'est ce que dit le sénateur. Alors, il y en a le sénateur très occupé certainement pendant cette période électorale, n'a pas suivi l'actualité au quotidien. Cette coopérative a été présentée dans la plupart des villes de Lozère, sauf la ville de Mende, parce qu'elle ne l'a pas souhaité pour l'instant, mais les commerçants, eux, le souhaitent pour autant. Et cette coopérative a été présentée à plusieurs villes. On va maintenant passer à l'acte d'expérimentation. L'expérimentation va commencer à Langogne, la ville qui est ma ville, oui, c'est vrai, j'en suis très fier. Eh bien, elle va commencer et elle va se mettre en place au mois d'octobre 2017, donc après les vacances. Donc pour être très clair, Francis Palombi pourra travailler avec Alain Bertrand et Laurent Suau sans problème? Absolument, je travaillerai pour l'intérêt de la Lozère, pour l'intérêt général du pays, du département. Je travaillerai avec la région, je travaillerai avec Madame Pantel, je travaillerai selon son développement politique avec Pierre Morel, c'est vrai, sur un plan humain. Hein, vous m'avez posé la question, même inquiet, ce débat sera comment? Mais ce débat, il est politique, on est sur un terrain politique, mais après, les hommes sont des hommes et ils peuvent s'apprécier plus ou moins. Moi, avec Pierre Morel, j'ai pas de problème sur le plan humain. Ok, on verra vraiment ce qui vous différencie tout à l'heure, parce que là, je vois pas vraiment ce qui vous différencie. Concrètement, on peut dire que vous, Pierre Morel, vous êtes un député d'opposition. Si vous serez élu, vous serez quand même dans l'opposition. Vous allez créer votre groupe, vous nous l'aviez dit en conférence de presse. Et vous, Francis Palombi, si vous êtes élu, vous serez député Macron et vous voterez toutes les lois que proposera le président. Attendez, c'est clair. Je pense que vous vous trompez sur la fonction de député. Pierre Morel a plus d'expérience que moi, je commence. Et lui, peut-être, il termine ses 3 mandats consécutifs qu'il a effectués. Moi, je suis un nouveau venu. Eh bien, je suis le représentant de La République En Marche. C'est une formation politique. Je travaillerai dans le sens de faire réussir cette politique à laquelle nous croyons profondément, à ce projet politique. Mais je n'ai pas non plus, là je vous le précise, messieurs, je ne suis pas non plus, par tempérament,
de par mes origines, de par différents critères, je n'ai pas l'intention d'être un député Gaudiot. Voilà, s'il y a certaines mesures qui émergent de la politique du Premier ministre, de son gouvernement, et que pour la Lozère, ça ne conviendra pas, eh bien je le dirai et je me battrai avec d'autres députés. Et vous serez frondeur? Ah, pas du tout. Discuter un texte et devenir frondeur, il y a quand même une grande marge entre les deux aspects, à mon avis. Pierre Morel-A-L'Huissier, et puis on passe au thème. Alors, Pierre Morel, donc vous travaillez déjà avec Aurélie Maillot, là, puisqu'elle est à la région, ça sera toujours pareil lorsque si vous êtes réélu député. Oui. Et les difficultés que vous avez à travailler avec elle, vous nous l'avez dit la fois dernière, 2 millions de projets, vous avez eu que 50 000 euros. Lors du débat du premier tour, on a vu quand même une opposition frontale entre vous, Pierre Morel, et Aurélie Maillot, des relations quasiment détestables. Donc, sinon, quand même, dans les propos, on n'a pas senti quand même une vraie collaboration sur les dossiers. Non, mais elle fait une fixette sur le député, elle fait une fixette politique, sur l'homme politique. Elle reconnaît elle-même que je suis un bon député, mais ça l'arracherait de le dire. Ne s'est-elle pas justement trompée de cible lors du premier débat, puisque apparemment elle s'en est pris beaucoup à vous et un petit peu moins à Francis Palombi. Oui, mais bon, elle est dans un militantisme de gauche, PS, bon, comme on en rencontre par-ci par-là. Sur la région, j'ai simplement dit que quand j'étais directeur de cabinet à la région et que Jacques Blanc était président de la région, nous avons déversé sur ce département énormément de crédit public. Si on fait le calcul, on était sur une échelle de 1 à 10, on est aujourd'hui à 3 et on était à 10. Voilà, donc et on donnait 60% sur le hors-taxe à tous les dossiers émanant des communes et des communautés communes. On n'est plus du tout dans ce ratio. Donc c'est ce que je lui reproche et ce que je reproche à la région aujourd'hui, et notamment à Carole Delga. D'ailleurs, dans l'éthique, Carole Delga est restée députée. Elle n'est jamais à l'Assemblée nationale, mais elle touche ses 10 000 euros par mois. C'est un peu inquiétant. Et si c'est ça, l'éthique dans la vie politique vue de gauche, ça m'inquiète. Un petit mot sur coopératives. Je connais, c'est le credo de Francis Palombi. Elles existent ou pas, ces coopératives? Non, mais pour l'instant, non. D'ailleurs, M. Palombi dit qu'il y aura une expérimentation. Bon, on l'attend depuis 2-3 ans. Il a fait le tour d'un certain nombre de villes en France qui n'ont pas donné suite. C'est un concept canadien. Je me suis penché avec lui. Le problème, c'est que c'est sympathique comme concept. C'est au lieu d'associations de commerçants, mais les personnes dans des coopératives de développement du centre-ville, avec des artisans, des commerçants, tous ceux qui font la richesse et les forces vives du centre-ville. Sauf qu'il faut financer ces coopératives. Et là, le bas blesse. C'est qu'au Canada, il y a une taxe. Si on commence à taxer les commerçants et les artisans et autres qui participent, vous verrez un peu la débandade. Donc je suis un peu prudent sur ce concept qui est sympathique, mais qui est pour l'instant virtuel. Juste un petit mot quand même, parce que Monsieur Morel, vous faites un peu court. D'abord, il n'y a pas au Québec, c'est une cotisation, mais qui est obligatoire. En France, ce ne sera pas obligatoire. Un homme politique de renom, M. Debré, me l'a confirmé. C'est pour cette raison que des sociétés de développement commercial canadiennes, on est arrivé à la coopérative. Alors, la coopérative, elle existe. Pour faire une expérimentation, il faut que le projet soit bouclé. Il est bouclé, il a été validé par Emmanuel Macron et Mme Pinville. Donc maintenant, nous allons le mettre à profit. Nous allons œuvrer pour rassembler toutes les forces économiques d'un centre-ville. Si on doit parler de la zone du COS, eh bien, ce sera abordé dans le cadre de la coopérative avec une multitude d'acteurs. Et plus on est, plus on donne sa contribution. Vous savez, un commerçant, c'est un entrepreneur. Un entrepreneur ne doit pas être subventionné tout le temps. C'est pas la mairie qui doit se substituer à l'entrepreneur pour gérer une ville. Donc je suis très optimiste sur la mise en place de ces coopératives de santé. Oui, alors une question à tous les deux. Vous avez donc, comme on dit, battu la campagne. Vous êtes allé à la rencontre de la population. Peut-être êtes-vous même allé dans chaque commune du département. Quelle est, pour chacun d'entre vous, la problématique qui est le plus remontée? Il y en a 4 pour ma part. Pour l'essentiel, c'est la téléphonie fixe.
il y a une exaspération épouvantable et j'en veux beaucoup au PDG d'Orange, j'avais eu des propos très durs sur lui, je peux les répéter. Et donc il y a une plainte pénale qui est déposée avec 400 plaignants pour dire stop. Il y a la téléphonie fixe. On nous dit maintenant, on a couvert à peu près partout, si vous en voulez davantage, il faut acheter des pylônes. Non, c'est pas à nous de payer des pylônes. Ensuite, vous avez les services publics, le maintien des services publics en milieu rural, avec des ratios qui sont des ratios imposés par le niveau national et notamment en termes de population. On nous inflige tout en fonction des 78 000 habitants. Et ça pose problème. Ensuite, il y a le problème de la santé, l'absence de médecins, l'accès à la santé, ça revient beaucoup. Chez les élus, les normes. La problématique des normes, je ne comprends pas pourquoi le Parti Socialiste et le gouvernement socialiste ont refusé ma proposition de loi sur l'adaptation des normes en milieu rural, ça aurait été une bonne chose. Voilà pour l'essentiel ce qui revient. Après il y a le taux de chômage et la baisse des dotations de l'État. Vous savez que l'État finance les communes rurales parce qu'elles n'ont pas les moyens pour tout faire. Et là aujourd'hui c'est quand même très dur et je m'aperçois que le président de la République veut encore baisser les dotations de l'État, donc je suis inquiet. Francis Palombi, même question. Quelle est la problématique qui est le plus remontée quand vous avez rencontré les habitants de ce département? Alors il faut faire une différence entre les élus, les maires, les présidents de communautés de communes et bien sûr les citoyens dans leur diversité. Il y a des thèmes communs sur lesquels nous revendiquons et sur lesquels nous sommes arc-boutés pour faire changer les choses, bien évidemment. La téléphonie, la fibre, avec ses différences, avec la fibre le long de l'autoroute A75, mais pas dans la Lozère profonde. Moi, par contre, il y a une thématique qui est revenue, je pourrais dire, à 95%, si c'est pas 100%, chez les maires. C'est les effets d'une loi qui s'est terminée quand même un peu à la hussarde, c'est la loi NOTRe. Et j'ai promis à tous ceux que j'ai rencontrés, notamment principalement maires et présidents de communautés de communes, que j'étais prêt à les rassembler, que j'étais prêt à porter vers le président de la République, vers le gouvernement. Et Emmanuel Macron l'a dit à certains moments. Il a dit qu'il n'était pas hostile à rediscuter de certaines lois ou de certaines mises en place, comme il m'a dit, on reverra ton problème des aides RR, mais c'est un problème un peu plus technique que je n'aborderai peut-être pas ce matin. Nous n'avons pas le temps de le faire, parce que si on en est arrivé à ces changements au niveau des aides RR, c'est un peu par rapport à la composition des communautés de communes. Bon, il y a des choix qui ont été faits par M. Wauquiez, par exemple, et qui ne sont pas les mêmes en Lozère. Mais je suis convaincu que le président de la République acceptera, et je me battrai en conséquence. Quand on est député, on a cette mission, défendre les citoyens, défendre sa région, son département. Et je m'attaquerai à ce dossier très rapidement. Bon, j'ai aussi un mot à dire pour les agriculteurs. Les agriculteurs, ce sont des gens de la terre. Ça, je ne vous apprends rien. Ce sont des gens qui sont pragmatiques et qui sont terre à terre, sans jeu de mots. Donc, il y a des lois, il y a des aides, notamment européennes, mais surtout des aides territoriales, qui doivent être améliorées, qui doivent être augmentées. Le dossier bâtiment agricole doit être soutenu davantage encore, et je le ferai. Les zones soutenues également par rapport aux zones sèches, etc., nord-sud, je m'y appliquerai. Et également, un très très important point, c'est la formation, l'apprentissage sur tous les secteurs qui relèvent de l'emploi, et faire venir également, et ça ils attendent cela, repeupler la Lozère. Et ça c'est un élément très important. Pour repeupler la Lozère, il faut créer des emplois. Pour créer des emplois, il faut créer des plateformes qui viennent de l'extérieur, plutôt en Lozère qu'ailleurs. Donc vous voyez, ces inquiétudes sur le dépeuplement de la Lozère, je l'ai aussi beaucoup entendu. Patrick. Alors sur cet aspect agricole, il y a un point qui est ici très important, c'est la problématique du loup. Alors vous êtes plutôt taxé d'être
d'être un pro-loup, ce qui provoque certains remous dans ce département, par opposition à Pierre Morel, qui lui n'a jamais caché qu'il était plutôt parmi les anti-loups. Il a fait, après Vaïcher, tout un tas de manifestations avec les maires, les agriculteurs. Donc est-ce que là, il y a vraiment un grand écart? On vous accuse avec Patria d'être proche du sénateur Patria, d'être proche de Dominique Voynet, d'être proche de Dominique Voynet, qui était vraiment, qui sont vraiment des gens qui sont pro-loup. Donc est-ce que vous pouvez clarifier ça, ou est-ce qu'il y a vraiment une position là entre vous? Je le clarifie tout de suite, parce que je n'aime pas laisser traîner les choses. Et je suis un homme de dossier par dossier. D'abord, les bruits qui ont couru comme quoi j'étais pro-loup, ce sont des jérémiades, ce sont des bêtises. Moi, je ne suis pas aux commandes. Pierre Morel est aux commandes, il est député, jusqu'à nouvel ordre. Donc, à ce titre-là, d'abord, le loup, c'est une problématique très grave par rapport aux agriculteurs et à leur devenir. Le loup n'est pas compatible de toute façon à l'élevage extensif, premièrement. Deuxièmement, le loup relève d'une mesure européenne à la base. Et comme le président de la République, Emmanuel Macron, est particulièrement attaché à s'investir, à s'intégrer dans l'Europe pour la faire évoluer dans certains cas, eh bien moi je m'attaquerai avec mes collègues députés européens à porter ce problème à très haut niveau. Il faut réguler la présence du loup, il faut prendre des mesures concrètes et aussi des mesures qui font appel aux forces de terrain, aux agriculteurs eux-mêmes, aux citoyens, aux chasseurs. Alors, Pierre Morel, ce sujet du loup. Bien, écoutez, avec Nicolas Hulot, ça va être plus compliqué. Non, moi, pour le loup, c'est feu à volonté. C'est inacceptable la situation qui se pose aujourd'hui. J'ai tapé de tous les côtés, traité européen, commission européenne, au niveau national. Il faut que ça bouge. Et c'est pas avec Nicolas Hulot que ça va bouger. D'ailleurs, Nicolas Hulot, je peux vous dire, il partira avec perte et fracas dans quelques mois parce qu'il ne supportera pas la machine administrative de l'environnement. Monsieur Palombi m'amuse des fois. Il y a un moment donné, il ne faut pas dire n'importe quoi. Bâtiments agricoles, je veux bien qu'on parle des bâtiments agricoles, c'est la politique régionale. Le député, là, sur les bâtiments agricoles, on peut piétiner, mais c'est une politique régionale. C'est de l'argent, et le député ne détient pas de l'argent. Sur les CHN, il reste aujourd'hui 11 communes qui doivent être intégrées dans les zones, la zone humide, la zone de montagne. C'est un travail de longue haleine, il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Sur les ZRR, c'est pas bien de parler de Laurent Wauquiez. Le décret qui exclut Mende et Marvejols, c'est le ministre de Bailey, vous savez, le ministre ami avec le sénateur de la Lozère, et qui au dernier moment nous a fait un coup vache. Et il faut maintenant revenir derrière. Alors, il y a deux aspects. Il y a le Conseil d'État qui peut annuler cet arrêté, et il y a Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie, qui peut signer un arrêté complémentaire. On y est dessus. Sur la loi NOTRe, le ministre Macron était dans le gouvernement lorsque la loi NOTRe a été adoptée. Oui. 2 ans de discussion à l'emporte-pièce. On devait supprimer le département, puis ensuite on a gardé le département, on a restructuré les communes, communautés de communes, départements, régions. On ne sait plus ce que ça donne. On a des régions de 13 régions, on est à 3-4 heures de la région. On a donné le transport scolaire maintenant en région. Enfin voilà. Donc cette loi NOTRe, ce que disent les maires, c'est changez-nous la loi NOTRe sur l'eau et l'assainissement, sur les plans locaux d'urbanisme, et puis essayer de revenir à une configuration entre communes, communautés de communes, bassins de vie, parce que tout est déstructuré avec les cantons. Communes nouvelles. Quand je dis, mais c'est pas la loi NOTRe, c'est une autre loi, les communes nouvelles, c'est la loi Pélissard que j'ai votée, et qui est sur la base du volontariat. Je ne sais pas aujourd'hui ce que dans le programme d'Emmanuel Macron, il veut faire de l'agriculture, il n'y a pas grand-chose. De la ruralité, il n'y a pratiquement rien, à part les maisons de service au public et les maisons médicales. Et sur l'institutionnel, il dit qu'il veut supprimer 25% des départements, des conseils départementaux, ce qui veut dire qu'il en garde 75%. Mais il y a un flou. Et c'est ce que je reproche un peu au système à l'heure actuelle, c'est qu'on est dans l'incantation. On dit beaucoup de choses. Mais le parlementaire, vous verrez, monsieur Palombi, si vous êtes député, vous allez rentrer dans un splendide isolement. Quand vous arriverez à Paris, on vous regardera, alors il y aura des jeunes qui vous regarderont, parce que vous êtes moins jeunes qu'eux, et qui ne seront pas forcément contents que vous soyez là. Vous direz, je suis le député unique de la Lozère, et là on vous dira, la Lozère, mais tout le monde s'en fout.
vous aurez le problème que je connais depuis 15 ans, après avoir consommé 3 présidents de la République. On est subsidiaire dans notre pays et je ne vois pas aujourd'hui des orientations nationales qui donneront une impulsion sur la ruralité. Et dernière chose que je veux dire, j'entends parler de dégagisme, de changisme, de jeunisme. Quand je vois le président de la République, il est énarque. Son Premier ministre est énarque. Son conseiller diplomatique est énarque. Son directeur de cabinet est énarque. Son secrétaire général de l'Élysée est énarque. Ce que je crains, c'est qu'on change de génération à des 40-45 ans, mais on a l'énarchie qui est au pouvoir, et vous aurez une assemblée de 400 ou 450 jeunes députés qui n'ont jamais eu de mandat locaux, qui ne connaissent pas grand-chose, et vous aurez un conflit entre une élite et un corps électoral, un corps parlementaire qui sera issu, dit-on, de la société civile, mais qui aura du mal à expliquer à nos énarques qu'il faut changer la société et le monde politique. Monsieur Morel, encore un petit peu de retard, on va le rattraper rapidement. Monsieur Morel, donc vous parliez du loup, on va revenir un petit peu sur la problématique agricole, que vous arrivez à 13 minutes. Les chasseurs, c'est un lobby en Lozère, 7500, il faut les soigner. C'est pas un lobby, il ne s'agit pas de les soigner, il faut respecter. C'est une tradition culturelle chez nous. Si vous touchez à ça, vous touchez au fondement même de ce département. Laissons un peu de liberté aux gens. Il y en a un moment donné, vous comprenez, les gens en ont marre d'avoir de la réglementation, d'être obligés de se justifier. Et maintenant même, on leur dit, parce que c'est marrant, on leur dit, comme il y a trop de sangliers, il faudrait que vous en tuiez davantage. Mais c'est un loisir. Ils sont pas là pour éradiquer le sanglier. On voudrait leur changer leur culture. Laissons la chasse pouvoir s'exercer. Et je demande aussi que les sociétés de chasse veulent des financements. Le préfet de la Lozère a permis à une société de chasse, aux Chasses Nouvelles, de financer le petit cabanon pour la chasse. Il faut que ça soit fait sur l'ensemble du département de la Lozère. Pierre Morel, pensez-vous que l'arrivée donc de Nicolas Hulot, que vous évoquiez à l'instant, au ministère de l'Environnement, est un mauvais signe pour justement nos agriculteurs, nos chasseurs, éventuellement nos concitoyens qui ont l'habitude de se déplacer beaucoup dans ce département pour aller travailler, qui utilisent le gasoil, puisqu'il est question d'une hausse de la fiscalité du gasoil. Que pensez-vous de Je connais bien, il se trouve que je connais bien Nicolas Hulot pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises à Paris, avec Bernard Pancher, qui est un député qui lui est proche. C'est un doctrinaire. Il est dans la conception idéologique d'une écologie. Et il peut, dans ses conceptions, faire des interdits, bloquer des choses qui gêneront la vie d'agriculteurs, parce que verdir l'ensemble de notre département, alors qu'on a 2800 exploitations agricoles, c'est très dangereux. À un moment donné, on me dit, il y a de l'exaspération dans le milieu agricole, évidemment. Regardez ce qui se passe sur les rases. La police de l'eau se déplace, armée, prend des photos, PV, transmission au procureur de la République et tribunal correctionnel. Étonnez-vous ensuite qu'il y ait de l'exaspération qui se traduit par des votes extrêmes ou par des suicides. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans notre département. Vous nous avez dit, Nicolas Hulot, dans 3 mois, il n'est plus au gouvernement. On prend les paris. Il ne supportera pas l'administration sclérosée de l'environnement. Francis Palombi, vous aviez des réponses à faire peut-être Totalement. Alors, cher Monsieur Morel, je ne peux pas vous laisser dire des choses qui ne sont pas vraies. Quand vous avancez que le président de la République, alors je me rends compte que vous êtes déjà dans l'opposition, vous avez formulé des critiques par rapport à la politique d'Emmanuel Macron, et il ne fait que commencer sa politique, et après les législatives, on va rentrer vraiment dans une action forte. Quand vous dites que le président de la République, dans son programme, plus exactement son projet, a laissé parents pauvres la ruralité et l'agriculture, moi je dis non, parce que je vais vous avancer 2 chiffres. Ils sont concrets, ils sont noir sur blanc, et on va mettre à profit avec la nouvelle Chambre ces mesures, ces dotations, à nous, à moi, député de la Lozère, si je suis élu, bien sûr, d'en tirer le profit le plus possible. Il y a 10 milliards d'investissement, parce qu'Emmanuel Macron veut quand même redresser la France. Pour redresser la France, il faut investir, il faut employer
Il trouve où l'argent? Il faut relancer le pouvoir trouve où d'achat. l'argent? Sur la CSG? Oui, l'argent, on le trouvera de toute manière, d'une manière pragmatique. Sachez qu'Emmanuel Macron, c'est un gestionnaire et un économiste. Il est quand même issu d'un milieu où on sait compter et on peut parler d'argent à bon escient. Donc 10 milliards pour le territoire, investissement, et 5 milliards pour la transition agricole. Si vous me dites que c'est... Trouve-t-il l'argent? Si c'est pour la CSG, il l'a expliqué. Alors, si vous voulez qu'on rentre dans une technique, qu'on comprenne le programme et qu'on le déchiffre, je pense que ces messieurs nous diront c'est plus difficile. Non, il y aura des mesures propres à soutenir l'agriculture par rapport à la Lozère. Ce sera à moi, député, de faire valoir les dotations et de les orienter, de les flécher vers notre département. Vous avez parlé de Nicolas Hulot. Bon, on ne va pas polémiquer sur Nicolas Hulot. D'abord, vous jouez un peu les visionnaires ou les Madame Soleil. Pour le moment, Hulot est à son ministère. Hulot, c'est quand même un homme qui a fait ses preuves, quand même, sur l'ensemble de sa carrière. Alors, je ne vais pas rentrer dans une polémique. Il a utilisé beaucoup d'argent avec sa fondation. Quand vous parlez des chasseurs, je suis très attaché à soutenir les chasseurs. D'ailleurs, un éminent responsable de la chasse le disait, et proche d'un de mes collègues et mon directeur de campagne, disait, avec satisfecit, LR et LREM, la République En Marche, se sont prononcés en faveur des chasseurs. Emmanuel Macron les a rencontrés avec satisfaction de leur part après cette rencontre. Emmanuel Macron est un homme très pragmatique, toujours à l'écoute. Vous savez que son programme, son projet s'est construit, comme je le ferai d'ailleurs avec la Lozère, des commissions de rencontres, des commission d'études par rapport aux problématiques de chaque secteur. Ce sera notre méthode, consultation et réalisation, bien sûr. Alors, maintenant, quant à vos conseils, je les écoute avec beaucoup de respect et beaucoup d'attention. Je ne suis pas encore député, je ne suis pas encore dans l'arène de l'Assemblée nationale, mais je pars avec un esprit neuf. Je serai avec beaucoup d'esprit neuf à mes côtés en termes politiques, puisque mes collègues seront à plus de 400, pour la plupart hommes, femmes, bien répartis, de nouveaux députés. Et je vous assure, quand j'ai vécu il y a quelques semaines à Paris le rassemblement des 428 qui avaient été investis, dont j'ai fait partie, c'était fabuleux de voir avec quelle force, avec quelle espérance, avec quelle volonté de réussir nous étions tous habités les uns et les autres. Et ça, je crois que pour les citoyens, pour les électrices et les électeurs, c'est très important. Une équipe qui veut y aller. Alors l'âge, monsieur le député, l'âge, l'âge, oui, on a un état civil, mais quelqu'un qui a... Il faudra se lever tôt, dit le député, monsieur. Écoutez, moi, j'ai beaucoup d'animaux, parce que c'est vrai, j'aime les animaux, mais ça, c'est pas un défaut, je pense. Et je me lève tôt, et je suis un homme qui se lève tôt et qui se couche tard. Je dors 4 heures par nuit, un peu à l'image du président de la République, donc je pourrais mettre en place ma force de travail. Oui, il y a deux choses, mais sans malice et sans méchanceté, parce que on s'est toujours respecté, et ça continuera comme ça. Bien sûr. Vous me dites, au bout de 3 mandats, bon, ça commence à bien faire. J'ai 58 ans. Si je suis réélu, j'aurai 63 ans. Si vous êtes élu, vous aurez 73 ans à la fin. Vous allez connaître les séances de nuit. Et vous allez voir ce que c'est que de 21h30 à 1h du matin, notamment vers 23h, quand on pique un peu du nez. J'ai beaucoup assisté à des séances. C'est dur. Vous l'avez dit un jour, mais là vous l'avez un peu édulcoré, je voterai tous les textes que le président de la République propose. Attention à ça. Le mandat impératif, en France, ça n'existe pas. Et il faut qu'un élu, le député, reste stoïque un peu et reste indépendant. Vous savez, les majorités absolues, on en a déjà connu sous la Ve République. Non. Ça n'a jamais fait le printemps du pays. Les 420 députés, on a déjà connu ça. Attention à ce genre de conception. C'est pas une majorité parlementaire qui va. En plus, il faut voir ce qui va se passer au Sénat. Il y a des lois constitutionnelles. Peut-être il y a la voie du référendum. Vous allez rentrer dans le dur et ça va être un peu compliqué. Sur la chasse, le président
national de la Fédération nationale de la chasse, il n'a pas du tout dit ça. Il n'est pas très content de la position qui est retenue aujourd'hui par Emmanuel Macron. On n'a pas la même et version, il est assez brutal dans ses prises de position et il a tapé très fort. C'est d'ailleurs quelqu'un du Nord qui n'est pas très facile. Sur le dernière chose sur le commerce amende, je vais divulguer quelque chose. Mon grand tonton était le commerçant amende. Place de la République, il avait le magasin Soberim. Donc c'est un secteur que je connais bien. Il va falloir sortir un peu l'ambiguïté. Encore une fois, vos coopératives, elles sont sympathiques. C'est un petit machin. Il va falloir mais personne pour l'instant n'y a vraiment cru. Vous avez peur de la nouveauté? Non, mais j'ai pas peur de la nouveauté. J'ai peur que vous fassiez payer. Vous avez dit que les taxes vous avez peur de la nouveauté. Non, mais j'ai pas de peur. Mais vous allez vous voulez élaborer encore une taxe pour les commerçants. C'est pas une taxe, c'est une participation. Mais il faut donc payer. Il faut donc payer. Dans un schéma d'action. Il faut donc payer. Et aujourd'hui, vous avez des commerces qui sont en grosse difficulté dans le centre-ville. Je suis pas d'accord. Et sur la zone d'activité, j'ai dit que j'étais favorable. L'office de commerce, c'est un échec. Et c'est la mairie qui paye pour les commerçants. J'ai dit que j'étais favorable à la zone d'activité à condition que ça ne vienne pas abîmer tout ce qui existe. Et je suis ulcéré que le sénateur ait puis donné et soutenu, je n'ai toujours pas compris, et je m'interroge sur le fondement de l'action, et puis soutenir l'installation de Leclerc à Saint-Flour. Lorsque je me suis présenté dans la commission nationale, on m'a dit mais le sénateur nous a fait 3 pages en disant qu'il était favorable à ce Leclerc. Est-ce à dire qu'il y a des relations particulières entre le sénateur et le groupe Leclerc? Je pose la question, je l'ai déjà posée, on m'a pas répondu. Et si Leclerc s'installe en Lozère, en Mende, attention avec dans l'organisation globale de l'attractivité économique de la ville. Il faut faire très attention. Et là, je ne vois qu'une concertation avec le président de la CCI, le bureau de la CCI et les commerçants installés. Ne cassons pas ce qui existe aujourd'hui. Mais le président de la CCI, je le cite, Thierry Juillet, je travaille beaucoup avec lui et nous l'avons rencontré avec Emmanuel Macron et nous poursuivons notre démarche des coopératives avec l'esprit de réussite et la position de la CCI par rapport à la nouvelle zone, elle est quand même, on lui a fait dire qu'elle était impunément, le maire lui a fait dire que la CCI était totalement d'accord. Moi je rectifie, je ne peux pas parler, je ne parlerai pas à la place de mon collègue Thierry Juillet, président, mais on ne peut pas parler on peut pas faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Et ça, je n'ai pas apprécié du tout. Moi, j'aimerais aborder un point spécial au niveau de la santé, parce que certains ont l'impression que c'est un détail, mais pour moi, ça n'est pas un, c'est ce fameux hélicoptère. Parce que, bon, moi, je veux bien qu'on prenne ça à la légère, mais quand vous êtes victime, vous ou quelqu'un de votre famille, d'un simple infarctus sur le cosméjean, on peut me raconter ce qu'on veut, mais à mon avis, vous n'avez pas quand même les mêmes chances de survie s'il y a un hélicoptère ou s'il n'y en a pas. Alors Pierre Morel, bon, vous êtes sur ce dossier depuis des années, on sait qu'on l'a l'été 2 mois, alors vous avez fait, il n'y a pas si longtemps que ça, une révélation qu'on avait même l'été un hélicoptère, j'ai compris, quasiment de 2e zone, c'est-à-dire pas tellement performant. Donc qu'est-ce que vous attendez par rapport à Macron? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'on va pouvoir avancer sur ce dossier et avoir cet outil quand même indispensable pour la bonne santé des Lozériens en cas d'accident? Ne demandez pas à un président de la République de s'occuper de ce genre de dossier. Il ne faut pas exagérer. Certes, il a 39 ans, il a certainement une capacité de travail hors du commun, mais il est président de la République. Il y a une majorité parlementaire qui va voter le budget de la nation. Qu'est-ce qui se passe sur les hélicoptères? Je suis rapporteur du budget de la sécurité civile depuis 10 ans. Et donc je suis en contact direct avec le directeur de la sécurité civile et avec le ministre intérieur. C'est un problème de nombre d'équipements. On est en train de restructurer toute la base de l'aviation civile à Nîmes, avec le changement des Canadair qui sont très vieux, qui datent de 1958, et les Tracker, les petits avions d'intervention. Il faudrait plus d'hélicoptères. Les hélicoptères aujourd'hui sont organisés sur l'ensemble du territoire français entre des bleus, des blancs, hospitaliers, bleu c'est la gendarmerie, et les rouges jaunes qui sont sécurité civile. Pendant la période estivale, dans les zones littorales, dans les zones de montagne, en Corse, on complète, l'administration complète la présence hélicoptère pour des surfréquentations touristiques. Il n'est pas à dire aujourd'hui que la Lozère n'est pas protégée du mois de janvier au mois de mai et du mois de septembre au mois de janvier. Il y a une organisation qui fait que dans les 4 points de la Lozère, il y a Nîmes qui peut intervenir, Montpellier qui peut intervenir, Rodez et Clermont-Ferrand. Après,
on a un hélicoptère, pas de seconde zone, un hélicoptère de formation qui vient de Paris et qui nous est affecté au mois de juillet. Je demande et nous demandons plus d'hélicoptères pour une meilleure répartition sur l'ensemble du territoire. C'est un problème budgétaire. C'est pas un problème réglementaire, c'est pas un problème législatif, c'est un problème d'argent. Il faudra acheter 10-15 hélicoptères. La demande est faite. Elle est compliquée. Vous savez que la France est dans une situation difficile. Elle ne s'est pas améliorée avec la parenthèse du rêve socialiste qui s'est transformé en cauchemar socialiste. On l'a vu. C'est 5 ans, 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres. Voilà. À un moment donné, on a l'argent dont on dispose et le ministère de l'Intérieur, même s'il veut me faire plaisir, c'est un peu compliqué. Monsieur Palombi, pour rester dans le domaine de la santé, on a vu que La République En Marche a fait des très bons scores dans les grandes villes. Est-ce que votre mouvement et le président de la République se sentent très concernés par la désertification médicale qui touche nos départements ruraux? Tout à fait. Le président de la République est très conscient, et son entourage direct, de ce problème. Pour ce qui est de la dotation pour améliorer le nombre d'hélicoptères, bien évidemment, quand j'ai parlé tout à l'heure d'investissement territoire, comme a commencé à le faire M. Morel, mais je m'appliquerai à travailler également sur ce dossier, parce que j'ai bien l'intention de proposer à l'Assemblée nationale, quand j'y serai, un collectif de députés ruraux, parce que vous savez que je milite, un député qui sont comme moi des députés, des acteurs pour la ruralité dans des petits départements. Vous savez que je milite pour la zone prioritaire franche au niveau de la Lozère. Donc je reviens bien sûr sur la question, mais je voulais quand même le préciser par rapport aux objectifs du président de la République et de son gouvernement. Pour la santé, d'abord, on va accentuer la mise à disposition de jeunes docteurs qui terminent leurs études. On va les affecter beaucoup plus particulièrement, beaucoup plus fortement au niveau de la ruralité, avec des aménagements pour leurs épouses. Mais enfin là, je vous dis, dans chaque gros point qu'on aborde, je ne peux pas rentrer dans le détail des dossiers, parce que vous avez quand même remarqué que les dossiers, quand même si je ne suis pas aux manettes, pour l'instant, je les ai quand même parcourus sérieusement. Hein, c'est mon rôle si j'aspire à devenir député. Donc, nous allons continuer à travailler, étant donné que le président de la République a répété qu'il voulait donner plus de pouvoir au territoire. Donc, au sein des territoires, bien sûr, il y a l'argent. M. Morel le rappelle, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on ne peut pas faire sans argent. Nous avons également un point important que je voudrais relater, et je me félicite si je dois prendre la députation en Lozère, c'est que nous avons un conseil départemental particulièrement actif, qui a déjà bien avancé sur pas mal de sujets, et je m'en félicite. Donc à ce titre-là, je soutiendrai plus particulièrement de nombreuses actions qui sont déjà en marche ou en cours. Donc les déserts médicaux, nous les traiterons, renforcer la politique des maisons de santé. J'ai rencontré le directeur de l'ADMR, ça m'a beaucoup interpellé, notamment par rapport à ses possibilités d'embaucher. La loi actuelle, mais qui va être revue par priorité, la loi travail, vous savez qu'on en parle quand même, et ce sera une des priorités du gouvernement, un des premiers très très gros chantiers. Et la loi travail, nous ferons en sorte qu'elle évolue sensiblement, concrètement, pour justement permettre des embauches plus faciles. Actuellement, la DMR en arrive quelquefois à ne pas pouvoir maintenir des emplois dans des petits villages, dans l'accompagnement de la personne, et puis avec une charge toujours plus importante parfois pour l'assuré, pour le plaignant, pour le malade, ou pour la personne handicapée. Donc c'est très important pour nous, bien évidemment.
Dans quelques instants, donc, on va passer à la moralisation de la vie politique. Pierre Morel-Huissier, un mot, peut-être vous voulez répondre à... Oui, mais sur les déserts médicaux, je me suis heurté à Mme Bachelot, je me suis heurté à Mme Touraine. Ils ne veulent pas prendre de mesures particulières sur les médecins et sur le caractère libéral de la profession. Il y a 285 000 médecins en France. On n'a jamais eu autant de médecins. Il y a 46% de femmes. Seulement, ils sont mal répartis. Et quand on leur dit, là, vous pouvez vous installer, là, non. Ah, là, on porte atteinte à la liberté d'installation. À un moment donné, il faut avoir le courage de dire à des jeunes étudiants en médecine, pas leur dire à la 6e année, mais leur dire à la première, 2e année, vous allez avoir une profession où une partie devrait aller sur la ruralité et on va cibler un certain nombre d'étudiants qui pourraient aller. Mais seulement, ça va prendre 8-10 ans. Hein. Là, vous et faites pour le constat du présent et pour de ceux qui viennent de se passer. Moi, je parle du présent. Oui, le problème, c'est que là, dans l'avenir, oui, mais dans l'avenir, d'abord, la loi n'est pas votée. Mais vous aurez tous les syndicats de médecins qui sont arc-boutés sur la liberté d'installation, ils ne veulent pas qu'on touche à ça. Pour l'instant, ça n'a jamais été le cas. Et il faut 8-9 ans pour fabriquer, entre guillemets, un nouveau médecin caractérisé rural. Ils ne veulent plus venir trop en milieu rural parce que l'activité est lourde. C'est 40-50 patients par jour. Ils ne veulent plus se déplacer. Ils veulent pour la plupart du temps être salariés. Sur 100 diplômés de médecine l'année dernière à la faculté de médecine de Montpellier, sur 100 docteurs en médecine, 7 se sont installés en médecine libérale. C'est une désaffection totale de la profession généraliste libérale. Et là, c'est un problème de culture. Et la loi a ses limites. La loi est l'état d'esprit que nous impulserons dans ce nouveau, avec ce nouveau gouvernement. Oui, ça, et ça, je le précise. Et puis, vous savez, vous connaissez les facultés de convaincance d'Emmanuel Macron, y compris avec les syndicats qu'il reconnaît utiles, mais qui devront avancer sur les dossiers. On a vu que les premiers moments sont plutôt positifs. Un mot sur la sécurité. Le serpent de mer de construire une nouvelle prison à Mende, c'est... Serpent de mer. Parce que c'est une question qui est récurrente depuis des années. Avec Jean-Jacques Urvoas, un excellent président de commission des lois qui est devenu ministre de la Justice. 19 centres devaient être créés. Ils ont décidé à Alès. Je souhaitais que ce soit à la Lozère. On avait déjà un centre pénitentiaire. Bon, le choix n'a pas été fait sur le département. C'est dommage. On pouvait avoir une prison de 80 à 90 cellules avec la création de 50 emplois. C'est un sujet récurrent. On peut encore le plaider. Il y a un autre sujet récurrent, mais on en parlera certainement, c'est la RN 88. Monsieur Palombi, toujours dans le domaine de la sécurité, une problématique qui concerne tous nos concitoyens à nouveau, c'est les cambriolages. Donc ce sont des faits, bon, la Lozère est encore épargnée, même si elle est quand même touchée. Est-ce que vous pensez qu'on a eu une politique trop laxiste jusqu'à maintenant? Est-ce que vous pensez que donc Emmanuel Macron, a pris conscience aussi de ce problème? Oui. Bien évidemment, je vais vous répondre oui, mais non pas par formalisme, non pas parce que je suis La République en marche, mais tout simplement c'est que le président de la République a, comme vous le savez, effectué un audit citoyen dans toute la France et bien évidemment le problème de la sécurité avec l'embauche, la revalorisation de la police de proximité, avec également l'embauche de nouveaux personnels affectés à la sécurité, y compris dans les zones rurales telles la nôtre, parce que justement, pourquoi je vous ai parlé à plusieurs reprises de zones prioritaires, parce que du fait que nous sommes un petit département, du fait que la densité de population au mètre carré est 4 fois moins que la moyenne en France, eh bien, quelquefois, les lois nous passent à côté. Eh bien, je serai avec ce collectif de collègues députés impactés par les mêmes problèmes, je serai plus que vigilant et j'oserais dire actif sur ces problématiques de sécurité. On va vite revenir sur la RN 88, peut-être un mot. Oui, Pierre, je voudrais souligner l'angélisme dans le dossier de la sécurité. Je suis à la commission des lois depuis 15 ans, donc je connais bien. J'ai bien entendu tout ce que des amis à vous, tout ce qui fait un peu l'entourage d'Emmanuel Macron. Il y a les droits de l'hommistes. On passe notre temps à vouloir voter des états d'urgence qui ne sont pas mis en application. Il y a à peu près 122 quartiers qui sont très difficiles aujourd'hui en France. Pourquoi les perquisitions administratives n'ont pas été faites? Et pourquoi à un moment donné on n'a pas envoyé gendarmes, police,
légion pour nettoyer tout ça. Et je dis nettoyer tout ça. Parce que ce sont des réseaux mafieux, ce sont des réseaux de prostitution, ce sont des gens qui circulent avec des voitures. Sarkozy avait réduit les effectifs. Avec des, je dis à un moment donné, il y a angélisme. Et le deuxième aspect, c'est que nous n'avions pas, jusqu'à maintenant, une direction de la surveillance du territoire. Une catastrophe. Vous avez des personnes qui sont dangereuses, on ne sait pas où elles sont. Elles sont fichées pour certaines et on ne sait même pas où elles sont. Voilà la réalité. Il y en a en Lozère. Il y en a en Lozère et c'est la police municipale d'ailleurs qui les arrête sans savoir que ce sont des gens qui sont dangereux. On leur donne pas l'accès aux fichiers et dès qu'on essaye d'avancer, vous avez un certain nombre d'élus de gauche qui disent non, on saisit le Conseil constitutionnel parce qu'il y a atteinte aux droits de l'homme. Si on continue comme ça, ce pays ira mal, très très mal. Oui, mais on continuera pas comme ça avec la République en marche parce que le président de la République s'est également mis en avant sur ces questions. Il est en train de réorganiser à l'échelle de la France, mais également de l'Europe, ce problème très profond, très grave de la sécurité et du terrorisme. Pierre Morel à l'huissier, donc vous êtes ami de Monsieur Vauquier, on dit que c'est Vauquier qui empêche la réalisation de cette RN 88 ou qui veut la faire passer par Brioude. Mais pourquoi vous faites toujours cette formulation? Ça devient agaçant et je le dis avec un peu de fermeté. C'est une route nationale, ce n'est pas une route régionale. C'est l'État qui est compétent sur la RN 88, que ça soit au Puy, que ça soit à Rodez, que ça soit à Mende. Qu'est-ce qu'ils ont foutu depuis 15 ans au niveau de l'État pour donner de l'argent sur la 88? Pas un centime. Pas un centime. Et pourquoi? Parce que la France est dans une situation économique et financière catastrophique. Où est la politique de grands équipements? Où est l'argent? Où est l'argent? Si vous voulez mettre de l'argent sur la 88, c'est 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros. Vous avez le segment dans l'Aveyron qui est à 500 millions d'euros. Trouvons l'argent au niveau du budget de la nation et affectons 50% de cet argent. Laurent Wauquiez l'a dit et me l'a écrit, je suis prêt à mettre 50% si l'État me demande de mettre 50%. Mais l'État ne lui demande pas. Et maintenant, on veut contourner Langogne en faisant revenir le contournement sur le pont d'Allier et sans monter à Pradelles. Chose à ne pas faire. On veut faire une rocade d'amende. On a mal évalué le foncier. Tout le dossier est bloqué. Enfin, quand même, à un moment donné, c'est pas acceptable. Aujourd'hui, vous n'aurez pas la rocade d'amende jusqu'en juin 2018 au mieux. Alors on va nous dire qu'on va trouver de l'argent. Je repose la question, M. Palombi, où trouve-t-il l'argent qu'on n'a pas trouvé jusque-là? Depuis 15 ans, il n'y a pas un centime sur les grands équipements en France. Mais écoutez, monsieur le député, je réponds à cette question. D'abord, quand le président Wauquiez parle de mettre de l'argent, ce sont quand même des mots. Moi, j'aimerais poser la question, à quel niveau, sous quelle forme, premièrement. Deuxièmement, on a parlé d'investissement et d'action territoire. Eh bien, moi, personnellement, en tant que futur député, si les électrices et les électeurs de Lozère me font confiance dimanche prochain, oui, en tant que député, eh bien, je mouillerai ma chemise, vous l'avez certainement fait, mais vous avez quand même 3 mandats à votre actif. Moi, j'ai la souvenance, parce que j'ai bien connu, et je connais bien monsieur Jacques Blanc, qui est un remarquable homme politique, que vous connaissez mieux que personne, et qui vous a fait à une certaine époque confiance pour que vous deveniez le député que vous êtes. Eh bien, monsieur Blanc a quand même, avec d'autres politiques, le docteur Durand, maître Copper et tant d'autres, ils ont su, à mon avis, exploiter profondément et particulièrement le fait d'être dans la majorité. C'est pour ça que je dis à nouveau aux Lozériennes et aux Lozériens, mettez un député de la majorité et les choses se passeront plus vite et mieux. Si vous laissez le département dans l'opposition, ce sera peut-être moins facile. Alors moi, je fais quand même un constat. Il ne s'est pas passé grand-chose par rapport à la RN 88. Alors, ça n'enlève pas notre cordialité, mais sur le plan politique, là, je me mets en force. Oui, non, on n'a pas exploité suffisamment, parfois, d'être dans la majorité. Et moi, étant dans la majorité élue, je vous assure que le président Macron entendra parler de la 2 fois 2 voix à bon escient et souvent. Je repose la question. Ça coûte au bas mot 1 milliard d'euros, 1,5 milliard, le segment de la Lozère. Politique. Où
trouver l'argent. Jusqu'à maintenant, le président de la République, François Hollande, n'a pas mis 1 centime sur la 88. Laurent Wauquiez, il a dit et redit, il est prêt à financer à 50% la 88. Carole Delga, qui semblerait maintenant vous soutenir après vous avoir beaucoup critiqué, est-ce qu'elle a mis 1 centime sur la 88 depuis qu'elle est élue? Est-ce que Bourquin l'a fait? Est-ce que Fraîche l'a fait? Est-ce que Souchon, président de l'Auvergne, l'a fait? Non, aucun n'a mis depuis 2004 de l'argent. Et j'observe que quand Jacques Blanc avait fait venir le gouvernement dans son ensemble en 93, l'argent y était. Et là, vous avez un type qui était le maire de Grèze, qui, pour la protection du truc de Grèze, a fait capoter la commission d'enquête. Et l'argent est parti parce qu'à un moment donné, la direction des routes au niveau national a dit, si vous n'en voulez pas en Lozère de la 88, je vais vous dire, monsieur le député, avec Francis Palombi, l'argent, il reviendra. Oui, mais ça, c'est vous le dites. Non, je ne le dis pas pour abuser des électrices et des électeurs. C'est de l'incantation. Non, il n'y a pas que l'incantation, il y a la volonté politique de réussir et d'y arriver. La majorité députés de l'opposition, écoutez, et puis vous parlez beaucoup du passé. J'ai une réputation, on m'appelle le Scud à Paris, mais vous verrez que pour faire avancer les choses, tout seul député en Lozère, c'est pas simple, et même que vous soyez la majorité, vous allez peiner. Cher monsieur Moret, si vous dites que je verrai, ça veut dire que je vais être élu. Mais évidemment, je dis, je vous verrai parce que vous êtes candidat. Mais je pars de ce principe que vous pouvez l'être. Non, voilà, merci. Voilà. Et par rapport à M. Wauquiez, quelle est ses préconisations de participation pour la ligne Auvergne? Mais parce que c'est également des mots. Hein. Vous parlez d'incantation, mais ça peut être aussi le cas de M. Wauquiez. Là, vous abordez un sujet qui m'est cher. C'est une folie que le gouvernement socialiste qui a quitté le pouvoir ait voulu régionaliser la ligne. Régionaliser une ligne nationale ferroviaire qui va de Nîmes à Alès et qui arrive à Clermont-Ferrand, c'est une catastrophe. Elle va traverser 3 régions. C'est les régions qui devront payer. C'est pas aux régions de payer ça. C'était une ligne nationale. Si vous êtes élu, remettez la ligne des Cévennes dans le giron des lignes nationales. C'est à l'État à financer ces lignes. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors une petite question également concernant pourquoi Monsieur Wauquiez, quelque part, a provoqué l'échec des PNR. Du PNR. D'un seul PNR. D'un seul PNR, qui n'avait pas. De manière générale, du PNR. Monsieur Palombi, pour vous qui vous dites proche du milieu économique et des chambres consulaires, les chambres consulaires étaient opposées. Il n'y avait pas de concertation suffisante et Laurent Wauquiez a tiré argument de cela pour dire il y a d'abord 30, 40, 50 communes qui sont pas d'accord. Il a anéanti 5 ans de travaux conséquents. Mais vous écoutez bien. Il a tenu compte du fait que localement, sur le terrain, un certain nombre d'élus n'étaient pas d'accord et les chambres consulaires n'étaient pas d'accord. D'ailleurs, au passage, il ne s'agissait plus du PNR Margeride, qui avait une identité réelle avec 200 communes. Il s'agissait du PNR hôtelier, avec 80 communes. Ce n'était plus la même identité. Alors vous avez prononcé un mot qui m'est cher, qui me prend aux tripes, c'est Margeride. Et je trouve qu'il y a une profonde injustice par rapport à la répartition et aux aides et à l'action et à la dynamique au sein du territoire. Moi, je constate que la Margeride, elle est souvent un peu le parent pauvre, oui. Et je trouve ça bien regrettable, mais j'y remédierai. Donc, Francis Palombi, vous pensez qu'au niveau des dotations, en particulier celle du conseil départemental, il y a ce territoire qui est oublié, un peu écarté, et qui a moins de possibilités financières, d'aide, de subventions? Moins d'intérêt, notamment sur le plan touristique. Est-ce qu'il n'y avait pas des rapprochements qui pouvaient se faire d'une manière, par exemple, au Brac, Margeride? Ce que je vous dis à l'antenne, je l'ai dit à Sophie Pantel, que je connais bien et avec qui je l'ai dit, j'ai hâte de travailler activement avec Patricia Brémond, entre autres. Nous avons abordé ces sujets. Sur certains sujets, je pose beaucoup de questions. Ça peut paraître normal et je ne suis pas encore élu, je ne suis pas aux commandes. Les dossiers, je les prends en compte et je les étudie à mon humble niveau pour l'instant, mais avec une casquette de candidat et pas une casquette d'élu en place. Voilà, donc j'ai remarqué que au niveau dotation, et ça me permettra de dire un mot sur le tourisme.
j'ai oublié tout à l'heure en début de question ce que j'avais ressenti de mes rencontres avec les élus et les citoyens. Pratiquement tous les maires ne sont pas vraiment satisfaits, mais j'en ai également parlé au conseil départemental qui se penche beaucoup sur ces dossiers et qui, je le pense, avec les élus, fera avancer les choses. Oui, la coordination, la promotion du commerce en Lozère, à mon point de vue, n'est pas suffisante. Alors, je ne veux pas apparaître le député qui va se mêler de tout, parce qu'on me le fera remarquer, mais quand même, un député, il est là pour prendre les intérêts du département. Et à ce niveau-là, je me pencherai sur ce dossier. J'ai demandé déjà à rencontrer des personnalités du tourisme, déjà pour m'informer, pour comprendre. Parce que si on veut agir, il faut comprendre. Et ça, c'est mon rôle et c'est ma définition. Oui, là-dessus, simplement, pour le département, le conseil départemental, la politique qui a été menée ces 3 dernières années a fait que le conseil départemental a perdu 10 millions d'euros. Et quand on perd sur 140 millions, 10 millions, on passe à 130 millions, on a des difficultés à entretenir les routes départementales, à financer les maisons de retraite, à financer les centres pour personnes en situation de handicap. Donc il y a d'abord à revoir les dotations. Et Emmanuel Macron dit qu'il va continuer à faire des baisses de dotations de l'État aux collectivités locales. Ça dépend où. Je suis un peu interrogatif. Quant au tourisme, on peut faire beaucoup d'espoir. Il y a une diversité, c'est la chance de notre département. On a Décos, l'Aubrac, la vallée du Lot, les Cévennes, la Margeride, le sud de la Lozère, le Gévaudan, voilà, on a un département très composite dont il faut arriver à promouvoir l'ensemble du territoire. C'est pas toujours très simple et c'est un travail qui est fait par le CDT, le CRT. C'est un sujet récurrent. Il y a un sujet aussi, c'est l'hôtellerie rurale. C'est une catastrophe. Et il y a une politique à mener en matière d'hôtellerie rurale, et j'interpelle d'ailleurs le conseil départemental là-dessus, et la région. Il faut lancer un grand plan, comme on l'avait fait il y a 15 ans, pour financer au moins à 35-40% à la fois les mises aux normes sécurité, l'handicap, l'accès handicap, et puis la rénovation pour arriver au moins à du 2 étoiles. C'est l'accueil. Alors, lors de vos visites dans les différentes communes, on vous a donc fait remonter ce qu'on a évoqué là. On a dû aussi vous parler de la diminution des services publics en milieu rural. Et on a vu que pendant la campagne présidentielle, on évoquait du côté de votre camp, Pierre Morel, 300 000 fonctionnaires en moins. Dans votre camp, Monsieur Palombi, on parlait de 120 000 fonctionnaires en moins. Est-ce que vous pensez que la Lozère peut passer à travers cette, entre guillemets, purge, et est-ce qu'elle peut conserver ses services publics, et comment peut-on en faire venir éventuellement dans notre département? Pierre Morel? C'est très simple. 500 000, 300 000, 120 000, on voit bien qu'on est dans une démarche de résorption d'un certain nombre de déficits qui est lié au poids de la fonction publique d'État. Il s'agit pour ma part de revoir ce qui se passe au niveau national. L'architecture des ministères date de 1945. Allez vous promener au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Équipement. J'ai rien contre les fonctionnaires. J'ai contre l'organisation. Un audit devrait permettre à un moment donné, c'est étonnant que le ministre de l'économie et des finances, Emmanuel Macron, ne l'ait pas lancé un peu plus tôt, permettrait de déterminer si c'est utile encore tel ou tel service, tel ou tel... C'est là que l'équilibre doit se faire. Dégager un certain nombre de fonctionnaires au niveau national pour redonner un peu d'impulsion budgétaire, et puis chez nous, on nous affecte les fonctionnaires en termes de ratio population. À un moment donné, on ne peut plus. Je suis intervenu, alors tout le monde s'est gargarisé sur le maintien de la gendarmerie de Saint-Alban. Tout le monde est monté en créneau, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ça s'est fait un matin avec le général Lisuré, je suis colonel de réserve, et le général Lisuré, pour me dire, je vous ai élevé au grade de colonel, il n'est pas question qu'on vous enlève une gendarmerie dans le département de la Lozère, on vous la gardera. Mais à un moment donné, ce que je crains, c'est que la réorganisation des cantons, qui a été imposée par la gauche il y a 3 ans, conduise à une restructuration de la présence de la gendarmerie sur le territoire. Donc, les 120, 130 000 fonctionnaires, c'est administration centrale, c'est pas les administrations locales. Francis Palombi, votre position par rapport à ça, les services publics en Lozère? Ma position est la suivante. La marque de Monsieur le Président de la République Macron, c'est le pragmatisme, vous le savez. Et
il souhaite réorganiser, notamment sur le territoire, la fonction publique, la fonction service au public. Il souhaite la réorganiser, la moderniser, donner plus d'initiative et de pouvoir aux fonctionnaires eux-mêmes, parce que ce sont des gens plus qu'honorables, les fonctionnaires, ils sont nécessaires, mais bien sûr, il faut qu'ils soient au bon endroit. Et en Lozère, il y a des problèmes de fonctionnement, comme ailleurs d'ailleurs, et ne ramenons pas tout. La Lozère, c'est pas le pire des départements, et il s'en manque. On a beaucoup d'atouts, peut-être ne les a-t-on pas mis suffisamment en exergue ou en valeur, mais ça c'est un autre débat, c'est le projet et l'avenir. Il y a des actions à mener sur le terrain par rapport à faire revenir, à mettre en place des plateformes de fonctionnement au service de la population, et Dieu sait si dans les zones rurales c'est nécessaire, qui sont dans des grandes périphéries, dans des grands centres, dans des grandes villes, dans des métropoles, et il faut mener une politique, et nous, terrain, nous, députés du département, évidemment, nous avons notre rôle à jouer. J'ai pour exemple, j'en discutais avec un membre éminent et la présidente du conseil départemental, et un riverain acteur économique me le faisait remarquer. Il y a une plateforme exceptionnellement positive qui s'est construite il y a quelques années au niveau de la sécurité sociale, avec un service aux usagers et aux abonnés et aux adhérents particulièrement performants. Et bien, sur ce bon exemple qui a été créé il y a déjà assez longtemps avec les organisations elles-mêmes et avec le département entre autres, eh bien, je pense que c'est cet exemple de réorganisation, meilleure répartition. Et vous savez que le président de la République a parlé de 50 milliards sur l'action, l'investissement, mais aussi 60 milliards d'économies, parce qu'à la fin du quinquennat, du premier quinquennat, il faudra que ça soit équilibré. Et vous voyez, monsieur le député, je pense qu'il y a une chose qui est importante dans la stratégie de Macron, et je pense qu'elle va s'appliquer, ça m'étonnerait que vous soyez contre, c'est l'évaluation. C'est un mot qu'on utilise pas trop ou pas si souvent que cela en politique. Eh bien, l'évaluation pour le député, tous les ans, on a prévu, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait pour les maires, pour les présidents de communautés de communes, pour les ministres et pour le président de la République lui-même. Eh bien, moi, je crois beaucoup, alors vous allez peut-être me taxer de rêverie, mais le rêve doit faire partie, comme disent les Chinois, de la vie, et les Canadiens également, et l'espérance également. Donc, je rêve, mais je m'appliquerai, et si je suis élu député, eh bien, je rendrai ma copie en fin d'année, successivement tous les ans, sur ce que j'ai avancé, promis parfois, et ce qui aura été réalisé. Et je pense que peut-être c'eût été bien que vous ayez pratiqué l'évaluation, parce que au fil de 3 mandats successifs, ça vous aurait permis de jauger votre action. Mais qui dit évaluation dit sanction au bout du compte, si l'évaluation est mauvaise. Mais quand vous êtes dans une entreprise, vous savez, un département, un État, une France, c'est pas qu'une entreprise, mais c'est parfois aussi une entreprise. Il faut la gérer. Si vous vous rendez compte que vous êtes, le président Macron le dit, hein, on doit donner le droit à l'erreur. Il le dit officiellement, hein, parce qu'un entrepreneur peut se planter. C'est un peu inquiétant. Non, le droit à l'erreur, nous sommes là, c'est son côté évaluer des députés. Mais c'est tout en son honneur. Il y a un député qui est élu de l'expression universelle du peuple qui l'élit. L'évaluer, c'est une forme de dirigisme. Je m'aperçois d'ailleurs que, de manière un peu souterraine, le président de la République est assez dirigiste. Non, là, vous faites une erreur d'appréciation. Il a décidé que tous les collaborateurs, faire le point sur son entreprise, seraient désormais nommés par décret après avis du Premier ministre. C'est une sorte de blocage dans les cabinets. Il faut faire un peu attention à ça. Remettre les pendules à l'heure et mettre de l'ordre sur la fonction publique, dans le fonctionnement. Il y a 2 choses que je voudrais dire. Mon grand-père était professeur de physique-chimie au lycée de Mende. Il est devenu agrégé, il a fallu qu'il parte. Il n'y a pas de poste d'universitaire, de rang de professeur d'université. Il peut y avoir éventuellement des assistants ou des maîtres de conférences, mais il n'y a pas de poste de professeur d'université. Comme si la Lozère était une sous-zone au niveau universitaire. C'est dommage.
Et puis il y a un scandale aussi que je voudrais régler, si j'en ai l'occasion, c'est le statut de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2000 habitants, où vous avez aujourd'hui un mélange entre je rentre dans la technique, entre les catégories C, des B et des A. Ils font le même boulot, ils n'ont pas le même salaire. Et aujourd'hui, une secrétaire de mairie à 1 300 € par mois, c'est quand même pas très facile compte tenu de l'amplitude du travail qu'elle doit faire. Sur la caisse de sécurité sociale, la gauche s'arroge cette création. Je vous rappelle que c'est pas c'est qu'elle a fait le boulot quand même. Il s'agissait d'un dossier qui a été porté par moi-même, la démarche. Par moi-même, par Francis Saint-Léger, par Jacques Blanc et par Xavier Bertrand. Il s'agissait d'une demande qui avait été formulée par les 3 caisses ici, et il ne s'agissait pas de copier ce qui se fait dans les dom-toms, mais de créer un nouveau statut. Il a fallu faire un statut législatif, et c'est la droite qui l'a fait, et c'est la gauche qui se le récupère. Oui, on va passer au dernier thème de le bon exemple. Alors, on parle beaucoup actuellement de cette moralisation de la vie politique, avec la fameuse loi en préparation du côté du ministre François Bayrou. Alors, Pierre Morel, bon, vous avez 3 mandats, vous avez cette expérience, donc expliquez-nous un peu comment vous fonctionnez. Vous signalez que j'ai fait 2 livres, et notamment un livre sur pouvoir et politique, et argent. J'avais proposé un certain nombre de pistes, notamment la suppression de la réserve parlementaire. Un député n'a pas à verser, à distribuer de l'argent. J'étais très minoritaire sur l'ensemble des 577 députés. J'ai même été contesté. Charles de Courson était d'accord avec moi. Dosière était également d'accord. On devait être 4 ou 5. J'avais proposé aussi de fiscaliser l'indemnité de représentatif de frais de mandat. Ça a été refusé. J'ai eu des mesures assez drastiques qui n'ont pas été reprises par le ministre de la Justice. Sans vouloir porter atteinte à l'honneur, à la dignité de cette personne, je m'interroge. François Bayrou est-il le plus à même à défendre la transparence de la vie politique? Rien que pour ça, je voudrais être réélu député. Je voudrais lui poser des questions sur quand il était président de l'UDF et président du MoDem, sur les pratiques qu'il a eu à connaître et qui, à l'époque, ne l'interrogeaient pas. Curieux. Moi, je propose qu'une fois élu, le député fasse l'objet d'un contrôle fiscal très approfondi dans les 15 jours qui suivent. Si ce contrôle se passe mal, après contradiction évidemment, contradictoire, le Conseil constitutionnel invalide l'élection. Donc ce qui permettrait d'assainir la situation. Je propose également qu'un commissaire aux comptes soit désigné, c'est une profession réglementée, qui vérifie l'usage de l'indemnité, de l'IRFM, de tout ce qui gravite autour du député, et ça éviterait des suspicions. J'avais proposé une proposition de loi qui tendait à déclarer inéligible définitivement tout élu condamné dans ses fonctions, dans son appartement où il a été maire, conseiller général, conseiller régional, etc. Dès lors qu'il a été condamné pénalement, il ne peut plus se représenter. La gauche l'a refusé, et je constate que je l'ai reproposé au ministre actuellement en exercice, il ne l'a pas repris dans ses propositions, je regrette. Là aussi, entre ce qui est dit et ce qui va être fait, vous verrez le fossé. Parce que dans ce qui est dit, il y a des réformes constitutionnelles et des lois organiques qui nécessitent un accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Je suis dubitatif sur la possibilité d'y arriver. Tout ça doit passer par un référendum, ça permettrait d'aller un peu plus vite. Et sur les emplois de la famille, des membres de la famille, quelle est votre position? Oui, la mode, parce qu'il y a beaucoup de mode, vous savez, et vous verrez dans 3-4 mois, la mode cédera à la réalité de l'exercice du pouvoir. La mode aujourd'hui, c'est de dire pas d'enfants, pas de lien avec enfants, femmes, etc. Voilà, le problème, c'est que vous n'êtes pas sûr. C'est une mesure. Oui, non, c'est bien, mais il faudrait l'étendre aussi aux maîtresses. Bah oui, rentrer dans la vie privée. Mais non, mais voilà, le problème c'est que si on veut vraiment faire de la transparence, il faut aller jusqu'au bout, parce que la prise illégale d'intérêt, il peut y avoir un intérêt personnel si la personne a une relation personnelle avec un attaché. Donc il va falloir investiguer. Donc il peut y avoir de la délation. Ah, on sait que monsieur est avec madame ou mademoiselle. Donc attention, il me semble que dans le monde économique, notamment dans le milieu agricole, le père est très heureux que le fils reprenne l'exploitation agricole ou la fille. Qu'un commerçant puisse dire à son fils, à sa fille, écoute, je fais des chaussures orthopédiques, j'aimerais que tu reprennes l'entreprise. Bon, ça ne me choque pas outre mesure, sauf qu'il faut réglementer tout ça. Aujourd'hui, le balancier, c'est il faut laver plus blanc que blanc. Ça, c'est ce qui est dit.
vous verrez qu'à la sortie, ça sera très gris. Et les activités de conseil aussi, on en parle beaucoup. Alors là, vous êtes avocat de profession, oui, donc comment, oui, je suis j'ai mis tout ça en parenthèse depuis 7 ans, 8 ans, donc je m'interdis. Vous connaissez bien, oui, l'activité de conseil, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc là, il y a à définir, et là, c'est le début de beaucoup de choses. Je pense que là, moi, je suis d'accord qu'une profession réglementée, avec un ordre professionnel, là-dessus, il n'y a pas trop de soucis, sauf à ce qu'on prenne une activité après avoir fabriqué un carnet d'adresses. Si la personne est médecin, qu'elle continue à être un peu médecin libéral, ça me choque pas. Pour rebondir sur ce que vient de dire Pierre Morel, est-ce que vous ne pensez pas que justement trop de transparence risque de tuer la transparence en fait, au niveau de la moralisation de la vie politique? Et qu'est-ce que vous pensez? Bon, il y a déjà des membres du gouvernement qui sont touchés par des débuts d'affaires. Alors, c'est plus que des débuts. Hein. On pense bien sûr à M. Ferrand, mais aussi, Pierre Morel l'a dit, à certains membres du MoDem. Donc, est-ce qu'on part déjà pas du mauvais pied quand certains membres sont mis en cause et ont du mal à tirer les conséquences et pourquoi pas à faire ce qui s'est passé dans les gouvernements précédents, à rendre son portefeuille de ministre ou de secrétaire d'État. Bon, je vais remettre les pendules à l'heure un petit peu par rapport à ces propos. Bien évidemment, vous le savez, c'était dans le projet du président de la République, Emmanuel Macron, de remoraliser la vie politique à beaucoup de niveaux. Effectif politique, il a prévu, dans le cadre de son mandat, de réduire le nombre de députés et de sénateurs pour rendre le profil de des chambres plus lisible et plus efficace. Il a émis des règles concernant le personnel employé par les députés. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il ne faudrait pas passer non plus dans l'exagération, comme vous semblez le dire, trop de loi tue la loi. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui habite l'état d'esprit du président de la République, surtout pas. Le président de la République est, je me répète peut-être une nouvelle fois, est très pragmatique. Et à ce niveau-là, vous parlez évidemment d'une affaire qui a pu surgir. Bon, mais elle surgit. Là, nous devons être dans la transparence. Il n'y a pas de raison que la transparence... Est-ce que Richard Ferrand va démissionner, Francis Palombi? Question de cœur. Est-ce que vous pensez que M. Ferrand, vu l'état d'avancement de ce qu'on sait, est-ce qu'il aurait dû se mettre en retrait du gouvernement? J'ai eu Richard Ferrand, je le connais, je connais bien Richard Ferrand. C'est un homme d'honneur et un homme remarquable. Bon, ça c'est mon point de vue, ça n'appartient qu'à moi, mais je préfère quand même le dire à l'antenne. Vous savez, Richard Ferrand, d'abord l'affaire de Richard Ferrand n'est pas tout à fait la même que d'autres affaires qui sont survenues, mais je pense que on ne va pas trop prendre de temps dans ce débat pour... D'abord, on n'est pas la justice. La justice doit se prononcer, elle se prononcera, et rassurez-vous, le président de la République prendra en son temps les décisions qui seront les bonnes en toute justice, loyauté et probité intellectuelle. Donc on peut continuer cette loi de moralisation, si vous avez des choses à ajouter. Écoutez, j'avais rappelé l'essentiel, et puis je pense qu'il faut aussi laisser à ce gouvernement sa fin de mise en place, avec ses ministères définitifs, un peu avant, mais après les vacances à la rentrée, eh bien, nous allons nous mettre au travail, y compris les députés. J'espère que je serai de cela et que j'aurai en mémoire les bons conseils de mon prédécesseur. Eh bien, expérimenter après 3 mandats, je le rappelle. Donc, je suis totalement confiant. Emmanuel Macron, pour l'instant, vous le constatez, de son élection brillante, sans discussion, à ses actions, notamment en politique étrangère, on peut être satisfait. Son début de négociation avec les syndicats, ça se passe plutôt bien, et tous les travaux et tout ce projet que nous avons élaboré citoyennement parlant, eh bien nous allons le mettre à profit. Merci Monsieur Palombi, ce débat se termine, il vous reste 1 minute. Pierre Morel à l'huissier, pourquoi les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, doivent voter pour vous dimanche? Écoutez, je crois que les formules aujourd'hui sont importantes. Je vais dire aux Lozériennes et aux Lozériens, 15 ans.
15 ans à votre service, 15 ans en vous disant toujours la vérité, en vous disant toujours ce que je pense, en consacrant ma vie personnelle, voter pour un député de proximité, voter un député efficace, pas pour une étiquette, pas pour un député étiquette. Je sais qu'il y a aujourd'hui des vents forts qui sont compliqués pour moi. Je l'assume et je fais ce mandat et cette campagne avec ma volonté de faire, et j'espère que pour la 4e fois, et je le dis avec force, pour la 4e fois, j'espère que les Lozériennes et Lozériens me feront encore confiance. Francis Palombi, pourquoi voter pour vous dimanche? Eh bien, parce que je suis un homme issu de la société civile, que j'ai la chance d'avoir une suppléante jeune, de compétences, qui va travailler beaucoup pour la jeunesse, parce que j'ai une foi intense pour faire bouger les lignes dans ce département, parce que je suis en relation directe, oui, c'est vrai, ça ne gâche rien, avec le président de la République, et puis je veux donner à la Lozère un député de la majorité nouvelle qui s'est mise en place. Merci Pierre Morel-a-L'Huissier, merci Francis Palombi, merci Patrick et Michel pour ce débat qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. On l'a compris, vous resterez en relation peut-être après, même si vous n'êtes pas vraiment amis, après le second tour. Et je serai peut-être son attaché parlementaire. Merci beaucoup.